De retour dans Passion Patrimoine, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. On est entourés, là, ici on est à Patrimonia pour cette deuxième journée, première session pour nous, pour Orso Média et ce podcast. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir mon deuxième invité, il s'agit de Nicolas Piliquian, président de Lift Partners. Bonjour Karine. Société française. Société parisienne. Complètement française, parisienne, située à Saint-Augustin. Voilà. Ouais, on ne peut pas faire mieux en fait. Et on travaille partout en France. On va revenir justement sur ton parcours et puis aussi sur l'histoire de cette société montée en 2021. Mais rapidement, ton parcours, donc toi tu as un parcours banquier privé B2B avec un fort biais IMO. Exactement, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la gestion de patrimoine. J'ai été banquier privé pendant de longues années, j'ai été conseiller en gestion de patrimoine indépendant, j'étais basé à Paris et à Reims. Et puis en 2014, un grand groupe, Primonial, est venu me proposer de monter une cellule de service, plutôt à destination des CGP. Et j'ai pris le pari et ça a été 7 merveilleuses années. Et puis en 2021, début 2021, j'ai pris mon envol, parce que j'ai plutôt une âme d'entrepreneur, et j'ai créé Lift. Et voilà, donc aujourd'hui, nous sommes 4 dans la boîte. Il y a 2 personnes au commerce, dont moi, et 2 analystes. Et il y a une personne qu'on prend en externe qui s'occupe du market, de la com. Et ensuite, on travaille tout un ensemble de panels, d'asset managers, d'avocats en fonction des deals et des structurations que nous avons. Et que nous mettons Alors en on place. va voir un petit peu justement quels sont les services et puis aussi ce que vous travaillez. J'ai entendu que tu étais aussi ancien CGP. C'est quoi la réflexion en amont pour passer CGP, chef d'entreprise ? CGP, chef d'entreprise. Parce que ça va souvent de pair. Oui, et là, il y a une autre dimension en fait. Il y a une autre dimension, c'est celle, réellement je pense que c'est celle de tous les entrepreneurs, c'est vouloir mener à terme un projet, porter un bébé. Moi en tout cas, mon objectif c'est de pouvoir répondre au maximum aux clients, aux investisseurs finaux. Ça a toujours été ça, même quand j'étais banquier, j'avais cet ADN, privilégier l'investisseur, parce qu'il faut savoir que sans l'argent, il n'y a pas d'investissement. C'est la même chose aujourd'hui pour moi. Si je ne réponds pas aux besoins des clients, des family office et des CGP, il n'y aura jamais de business et on ne fera jamais de fonds immobiliers. Donc alors on va voir aussi, tu parlais tout à l'heure d'ADN, c'est justement l'ADN de Lift, c'est la typologie, le ciblage de tes clients qui sont en gros des gros billets, si on peut s'exprimer ainsi. Mais bon, chez vous, c'est une stratégie aussi. C'est une stratégie, en fait. Avant de démarrer Lift, ma pensée a été partagée avec des assureurs luxembourgeois. Et les assureurs luxembourgeois me disaient, vous en France, vous avez des SCI, vous avez des SCPI, vous avez quelques fonds de PE, mais on n'a rien d'éligible, on a peu de choses d'éligibles, assez smart, peu chargées en frais, qui seraient éligibles chez nous. Et en fait, la réflexion, elle est née là-dessus, sur ce sujet. Et j'ai voulu pousser cette réflexion en me disant, mais est-ce qu'on ne peut pas faire des stratégies plus courtes ? Alors, l'immobilier a un biais long, effectivement. Ça, on le sait tous. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas transformer l'immobilier sur des deals qui sont plus courts à moyen terme, c'est-à-dire inférieurs à 5 ans ? Nous, nos structurations, elles sont soit en dette, soit en equity. Et elles vont de 1 à 5 ans maximum. On fait que des deals avec des instits, donc plutôt tier 1. Et l'objectif, donc, c'était limite sur des structurations en dette, de pouvoir les rôler comme un produit structuré. Donc un client qui est satisfait, au bout d'un an, 1 an et demi, que le produit vient à maturité, bien, on lui propose un nouveau deal qui ressemble et qui correspond aux besoins qu'il a sur le moment, et on lui propose également. Voilà. Nicolas, tu es à ton deuxième jour, il y a 1 jour et demi de Patrimonia. C'est pas ta première fois, j'imagine. Ça doit être mon 16e Patrimonia. 16e, voilà, absolument. Et bien justement, est-ce que tu vois une évolution quant aux attentes des CGP, mais aussi de fait de leurs clients, des investisseurs finaux ? Est-ce que les comportements, les attentes ont évolué ? Est-ce que tu constates également qu'il y a une éducation financière qui a fait un gap ces derniers temps ? Et deuxième question, parce que voilà, je suis paradigme, comment tu sens justement le marché versus bien sûr le contexte IMO ? Alors je sais que tu ne veux pas qu'on le présente sous la forme d'inquiétude, alors on va dire attentisme. Oui, alors pour répondre à la première question, ce que je ressens, effectivement, les investisseurs finaux sont de plus en plus éduqués puisqu'il y a de la presse, les gens regardent la télé, il y a de plus en plus
de chaînes d'information sur la finance. De mon côté, ce que je perçois, c'est que les investisseurs trouvent que le long terme, maintenant, c'est devenu 5 ans. Par le passé, on a proposé des fonds qui étaient 5-10 ans. Aujourd'hui, pour moi, à mon sens, c'est quelque chose de complètement obsolète. Ok. Un investisseur, aujourd'hui, il est sur une moyenne de 3 à 5 ans. Et c'est déjà du long terme. Nous, aujourd'hui, on est positionnés sur des chefs d'entreprise. Quand ils font leur business plan, ils ont un plan max quinquennal. J'ai envie de te dire, pourquoi tu raisonnes comme ça? Ça correspond à un cycle de vie du lancement d'une société ou Mais complètement. Ouais, c'est ça. C'est la société qui est beaucoup plus rapide. Ouais. Parce que les médias sont plus rapides. Ouais, aujourd'hui, on est sur absolument. Twitter. Aujourd'hui, on envoie un mail. Aujourd'hui, je t'envoie un SMS et je veux une réponse immédiate. On est dans l'immédiateté aujourd'hui. Et je pense que des investissements, c'est exactement la même chose. Il faut être plus court. En tout cas, nous, on essaye de répondre. On structure en fonction des besoins des investisseurs finaux et de ce qu'ont décelé leurs conseillers. Donc, ça ne sert à rien que je lance un fonds ou un club deal de 8 ans si la demande, elle est plutôt à 3 ans. Et autre phénomène qu'on voit, c'est qu'on a moins en moins de demandes sur des fonds et de plus en plus sur des club deals. Ok. Parce que les club deals sont très ciblés. Souvent, c'est un actif. Les gens vous disent « Ok, j'aime ce segment, une école, de la logistique, j'en sais rien, un data center. » Vous proposez, ils vous disent « Ça j'aime. » Et on fait. Et c'est en ça où également on essaie de se différencier. On ne sort pas une multitude de fonds, on sort des club deals. Et pour les gens qui veulent quelque chose de plus simple à comprendre, ce qu'on fait, c'est qu'on met un bout de chaque club deal avec le gérant qu'on a sélectionné dans les fonds. Alors, l'actualité chez Lyft, c'est justement ce fonds que tu lances de Family Office. Est-ce que lyonnais d'ailleurs, ça nous a fait sourire. Est-ce que tu peux nous expliquer justement la réflexion en amont et puis nous donner toutes les infos dessus? Bien, la réflexion, elle est dans la logique de ce que je te disais, c'est-à-dire qu'on travaille essentiellement aujourd'hui avec des multi-family office qui ont des très beaux clients. On a quelques singles, on travaille essentiellement en France aujourd'hui. Et la demande de ce family office en l'espèce, c'était de se dire, on t'accompagne sur les club deals. Maintenant, on aimerait bien, pour des clients qui ont des tickets inférieurs à 500 000 euros, et au-delà de 100 000 euros, parce que c'est notre seuil d'intervention, parce que nous sommes hébergés par une société de gestion pour un fonds professionnel, l'objectif c'est de dire, voilà, est-ce que tu peux prendre un bout de chaque club deal que tu nous proposes, si ça a du sens pour toi, pour le mettre dans un fonds de qualité institutionnelle, dans lequel on veut que ce soit très diversifié, sur plusieurs segments, en zone euro, qu'il n'y ait pas de risque de change, donc on fait vraiment de la zone euro et il n'y a pas de risque de couverture. Et on a différents segments, donc on va faire pareil, on va faire de la logistique, là on a fait co-living, coworking, une école, on a fait de la dette et de l'equity. Donc l'objectif c'est d'avoir dans un fonds différentes strates, le plus diversifié possible, en maîtrisant le risque et le rendement. Et ce fonds a un objectif de TRI cible sur 5 ans. Ouais, positionnement court, ça correspond à ta stratégie. Court, voilà. C'est le plus long avec une promesse de 8%. 8% de TRI. Nous, notre positionnement... Profil B2B, ça c'est important aussi. Profil B2B. Profil B2B, évidemment. On ne fait pas de B2C. Ouais. On s'interdit en tout cas. Voilà. Interdit carrément. Interdit, on a un statut de conseiller en investissement. On est spécialisé dans le private equity adossé à de l'immobilier. Mais on s'interdit de faire du B2B. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les genres. Notre travail, c'est de travailler avec les CGP importants de la place, les multifamily office et les singles. Et de structurer en Donc fonction ça, de c'est besoins. l'actu. Et pour terminer, c'est quoi l'enjeu pour Lyft 2024 ? L'enjeu, eh bien, c'est de bénéficier des écarts de marché qu'on voit actuellement. Tout à l'heure, tu me disais, quid de l'immobilier. Bon, très clairement, aujourd'hui, le sujet, c'est que les valorisations sont difficiles à déterminer. Ouais. Par contre, on voit réellement qu'il y a des écarts de marché qui apparaissent. Il y a des opportunités. Pour en revenir sur le fonds Chapter One Wise qu'on a monté avec le Family Office NeoWise, aujourd'hui, on est quasi en cash. Parce qu'on pense que dans les prochaines semaines, les prochains mois,
on va pouvoir bénéficier d'opportunités. Et c'est un fonds opportuniste. Voilà. Donc là, on a monté ce fonds et on a investi dans une grande ligne avec un fonds institutionnel, ce qui permet à des particuliers d'investir dans un fonds instit dans lequel il y a 6 investisseurs. Ensuite, on a mis une dette obligataire de 1 an. Le restant, c'est en cash. Et là, dans les prochaines semaines, on est déjà en train de scorer des deals en equity à la casse. Puisque, comme tout le monde le sait aujourd'hui, il y a quelques institutionnels qui doivent se libérer de quelques actifs à bon prix selon nous. Donc on va en profiter et on espère que le TRI attendu sera supérieur aux 8%. Voilà. Eh bien, on va suivre tout ça. C'était Nicolas Piliquian, président de Lift Partners. On peut te contacter sur ton LinkedIn. Oui, exactement. Sur LinkedIn, il y a Adèle Le Maguariec qui bosse avec moi et on sera ravis de pouvoir présenter nos structurations à nos partenaires. Voilà. Merci. Okay, ça marche. C'était une première pour moi. Merci pour tout, Karine. Merci, Nicolas. Merci.